Bonjour à tous. Alors, avant de commencer ce webinaire, est-ce que vous pouvez me confirmer que le son, est bien correct de votre côté? OK, parfait. Je vous remercie pour la confirmation pour le son. Donc je vous remercie d'être présent, aujourd'hui à ce nouveau webinaire. Donc, voilà, on avait organisé un webinaire hier et puis, comme vous le savez peut-être, on a eu un incident, technique, qui a généré, une coupure assez longue. Du coup, voilà, on reprogramme, le webinaire en espérant que tout fonctionne, mais il y a pas de raison cette fois. Donc, merci à tous pour votre présence et de nous suivre, à chaque nouveau webinaire. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder, le thème, de la fiscalité, LMNP. On va aborder, les changements, qui ont été, apportés par la loi de finances, 2025 et puis on va revoir, le calendrier, de l'année 2026 et ce qui a pu, sortir également dans la loi de finances 2026. On va passer également en revue, le le régime microbique et le régime réel et puis on fera un point, sur, les, heu, les les offres de C'est la vie gestion. Alors, donc voilà le sommaire, qui sera abordé, enfin voilà le détail, des thématiques, qui seront abordées aujourd'hui. Ah oui et puis aussi j'avais oublié dans ma petite présentation, c'est qu'on va également voir, toutes les charges qui vont être déductibles au régime réel. Alors je reprécise également pour, ceux qui voilà, ceux, qui ne le savent pas encore, vous avez donc, dans ce webinaire un petit onglet chat dans lequel voilà, je vous encourage à, écrire support hein, si vous voulez recevoir le support par la suite. Si vous avez des questions, il faudrait poser, vos questions dans l'onglet questions. Alors je vois qu'il y a quelques problèmes, de son. A priori, le son est bon, si voilà, le son ne fonctionne pas de manière isolée pour quelques personnes, je vous encourage à vérifier, de votre côté. Je pense que ça vient plutôt de chez vous que d'ici. Voilà. Donc les questions sont répondues également en fin de webinaire. Je vais essayer voilà d'avancer un petit peu, d'une traite et puis, je reprendrai, les questions, à la fin, au fur et à mesure. Petite présentation, du groupe, C'est la vie. Donc C'est la vie, a été, créé, il y a un peu plus de 20 ans maintenant par, la société, C'est la vie gestion. On est basé, sur Saint-Nazaire dans l'ouest de la France. On est actuellement, plus de 40 collaborateurs, sur les différents, services. On intervient aujourd'hui sur plus de 23 000 lots, donc on a une belle évolution, sur l'année 2025 et on a des retours clients, qui sont, très positifs et ça, voilà, on est assez, content de le dire parce qu'on est voilà, satisfait, d'avoir, des retours, positifs, de nos clients, et des propriétaires, qu'on accompagne, chaque jour en fait au quotidien. Donc le groupe C'est la vie pour vous présenter un petit peu les sociétés. Donc, je vais commencer par C'est la vie gestion qui est le plus ancien. Donc, on accompagne les propriétaires, à la base beaucoup de non-résidents et de clients anglophones. Donc c'était un petit peu notre historique. On les accompagne dans, la fiscalité, la gestion et dans tout ce qui est en lien avec le bail commercial. C'est-à-dire qu'on va, vérifier, le bail commercial, quelles sont les charges qui vont être récupérables et puis on va les accompagner sur, la fiscalité, et tout ce qui va être en lien à l'administratif, du bien. C'est vraiment un accompagnement de A à Z du propriétaire. C'est la vie syndic donc répondait à un besoin, des copropriétaires, de C'est la vie gestion et C'est la vie syndic est né pour, voilà être on est, désormais, syndic de copropriété dans un certain nombre de résidences en France. On est un des acteurs, principaux et généralement vous nous connaissez plus maintenant par C'est la vie syndic, voilà, que par un autre canal. On a également C'est la vie Pierre, hein, qui fait de la revente de biens en, résidence, gérée. Donc si vous avez besoin, d'une évaluation, ou de mettre en vente, un de vos biens, je vous encourage à contacter,
mes collègues, de, C'est la vie Pierre, à savoir que je vous transmettrai les coordonnées en fin de webinaire également. Et puis, plus récemment, ma déclaration meublée, qui est intervenue, pour, vous accompagner dans vos déclarations fiscales. Voilà, c'est un accompagnement, heu, la mise en place en fait d'un outil, qui vous permet de générer vos liasses fiscales. Donc là, on est, plutôt sans accompagnement humain, mais voilà, c'est la mise en place d'un outil qui permet de répondre à une demande, pour, optimiser, les coûts de comptabilité quand, les loyers sont assez faibles. Voilà un petit peu pour, le récapitulatif de C'est la vie. Donc maintenant, on va aborder un petit peu, le thème du sujet. Donc la loi de finances, 2025, donc on avait effectivement déjà, traité ce sujet, en cours, d'année 2025. Je reviens sur certains éléments, parce que certains d'entre vous, voilà, sont peut-être passés un petit peu à côté, des informations. Donc en premier lieu, je reviens sur, le CGA, donc c'était le centre de gestion, agréé. Vous étiez nombreux à avoir souscrit un CGA. Heu, ce CGA permettait d'obtenir, un remboursement, des 2/3, des frais de comptabilité et des frais de gestion sur votre sous forme de crédit d'impôt, hein. Désormais, cet avantage-là est supprimé, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus, bénéficier du remboursement des 2/3. Cependant, les frais, eux, restent déductibles, mais voilà, vous avez plus de crédit d'impôt possible. Il y avait un autre bénéfice, à être, à avoir un CGA, c'était celui, d'éviter des contrôles fiscaux parce que, les CGA avaient, un agrément, qui leur permettait de faire des contrôles de cohérence. Cet agrément, a été, supprimé en fait, en 2025. On a eu, également, et ça j'y reviens dans la slide juste après, la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value lorsque vous revendez, votre bien. Il y a des exclusions, notamment en résidence étudiante, en résidence EHPAD et senior. On n'a pas d'exclusion, sur, les résidences, affaires, tourisme et social, par exemple. On a également, la mise en place d'un calendrier par rapport au DPE, c'est qui concerne également les résidences gérées. C'est-à-dire qu'à partir de 2025, vous ne pouviez plus, louer, un logement si celui-ci avait un DPE, catégorisé G, et à partir de 2028, ce seront les DPE F qui seront également concernés. En 2025, à noter également que, en mars et juin, on a eu, plusieurs, précisions sur, l'assujettissement à la TVA, notamment sur les locations saisonnières. Vous, en tant que loueur meublé en résidence gérée, vous êtes pas concerné, par ces précisions. Alors, je suis en train de regarder pour les commentaires sur le son. Effectivement, bon, le son a l'air de fonctionner pour tout le monde. Donc excusez-moi de l'interruption. Donc effectivement, donc les précisions sur l'assujettissement à la TVA ne concernent, plutôt que les locations saisonnières, notamment les locations type Airbnb. Si, vous avez un autre bien en location, courte durée classique, il faut être vigilant au fait que, est-ce que vous voulez être assujetti à la TVA ou pas assujetti à la TVA? Voilà, on a eu, plusieurs modifications et précisions, quant à cela. Alors, en ce qui concerne, la plus-value, donc pour reprendre en fait, le calcul, de la plus-value, je vous ai mis un exemple concret, hein. Donc je laisse, le support, hein, je laisserai le support à disposition pour que vous puissiez, vous imprégner, vraiment de ce tableau, si vous le souhaitez. À savoir que, normalement, dans le calcul de la plus-value ou avant la réforme, on prenait le prix de vente, on déduisait ensuite le prix d'achat, moins, les frais d'acquisition et les frais de cession, et on avait en fait, le montant de la plus-value brute. Aujourd'hui, en fait, on va également venir minorer le prix d'achat initial en ajoutant les amortissements utilisés durant l'activité LMNP. Voilà, ce qui va effectivement, sensiblement un petit peu, changer, la donne en matière de plus-value. Cette plus-value, vous avez un abattement en fait qui peut être pratiqué, qui est pratiqué en fait en fonction,
en fonction, du type de prélèvement. À savoir que cette plus-value, elle est taxée, à l'impôt sur le revenu, c'est au taux forfaitaire de 19 et aux prélèvements sociaux qui sont de, 17,2. Hem, donc vous avez un abattement, c'est-à-dire qu'au fur et à plus vous détenez le bien longtemps, plus vous avez des abattements, importants. Donc voilà, j'ai laissé un petit tableau, si vous souhaitez, en savoir, davantage sur, le montant, des abattements, qui sont pratiqués. Donc là, dans notre exemple, on voit que sur un bien qui est, acquis à 200 000 €, hein, dans les 2 cas, on va avoir, des amortissements, déduits qui vont être de 0 € hein, sur les résidences seniors, étudiantes, EHPAD et je n'ai pas précisé dans mon exemple, mais je vous le dis, sur le Censi-Bouvard, heu, on a la possibilité de déduire, un forfait frais d'acquisition et frais de travaux. Alors soit c'est un forfait, soit on va prendre en fait, le montant, total, ce qui va nous permettre de retenir en fait, une valeur, d'achat. Et puis, dans le cadre de la location, plutôt, classique, on va également, diminuer, ce montant, d'amortissement, qui ont été, déduits. Donc on voit que dans le cadre de la location meublée, classique, on va avoir un résultat, une plus-value brute de 7 000 €. Donc là, on fait une plus-value fiscale et dans le cadre d'une résidence gérée, senior et étudiante, on va avoir, une moins-value. À savoir que, dans les 2 cas, on est sur une perte économique, réelle, d'accord? Même si, il y a un gain fiscal. Donc dans le cas de la résidence gérée classique, on n'aura aucun impôt à payer, aucune plus-value en fait, alors que, dans le cas de la location meublée classique ou en résidence tourisme à faire, on aura, 1 836 €, de, d'impôt sur les plus-values qui se décompose en 1 065 de prélèvements sociaux et 771 d'impôt sur le revenu. Voilà un petit peu pour la plus-value. En ce qui concerne les nouveautés 2026, donc comme vous le savez, vous l'avez certainement entendu, la loi de finances, a mis, beaucoup de temps à sortir, hein, l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas forcément réussi à se mettre d'accord. Il y a eu de nombreuses navettes, parlementaires. Le gouvernement, du coup, a engagé sa responsabilité et a eu recours, en fait, à l'article 49.3 pour faire passer, le volet recettes de loi de finances, qui est passé, le mercredi 21 janvier 2026. Donc la loi n'est actuellement, il me semble, hein, toujours pas promulguée. En revanche, ce qu'on peut noter, c'est qu'on n'a pas de changement pour, les LMNP, ni, pour vous, en résidence gérée. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a désormais la création d'un statut du bailleur privé. Donc on entre en fait sur un 3e cas de figure, hein. On aura la location meublée, la location nue et puis, désormais ce statut du bailleur privé qui va concerner, plutôt, les locations, nues, heu, dont, le propriétaire, voudra louer à une personne qui en fera sa résidence principale. Donc là, on aura la possibilité désormais d'amortir ce type de location. Plus le loyer sera social, plus on pourra, voilà, on pourra gagner, des taux, d'amortissement, supplémentaires. Après, voilà, cet amortissement sera plafonné, à une certaine, somme, annuellement. Donc, en revanche, ce qu'on peut noter et ce qui est intéressant, pour, pour vous, c'est que l'amortissement est reconnu en fait, comme un levier fiscal qui permet d'encourager, l'investissement. Donc c'est en ça que voilà, nous, ça va nous intéresser, sachant que, lorsqu'il y a eu les débats auprès de l'Assemblée nationale essayait de venir, un petit peu, contester ou, se restructurer, cette notion d'amortissement dans le cadre de toute la location meublée, y compris les résidences, gérées. On n'avait pas encore, d'exclusion à ce moment-là. Donc là, on voit que l'amortissement est quand même, remis, en position centrale dans, en tant que levier fiscal. On note cependant en fait une augmentation des prélèvements sociaux qui vont passer eux, à 18,6 sachant qu'ils étaient à 17,2. Donc ça concerne,
l'imposition sur les bénéfices, LMNP, ça ne concerne pas, la plus-value qui elle reste à 10 qui reste elle imposée à 17,2. Autre chose que je n'ai pas, mentionné, non plus, hier, j'ai eu l'information un petit peu, voilà, seulement hier après-midi. A priori, on irait également sur, pour, les personnes qui sont non résidents dans le calcul, du loueur meublé professionnel, on va désormais, prendre en compte les, revenus, globaux mondiaux. C'est-à-dire que, auparavant, on déterminait que vous étiez, loueur meublé professionnel si, vos revenus, de location meublée excédaient 23 000 € et étaient supérieurs, aux revenus, globaux que vous pouviez avoir. Donc si vous étiez, non résident à l'étranger, vous aviez donc 0 € de revenus en France. Là, désormais, on va prendre en compte également vos revenus, mondiaux. Donc les conditions sont encore à déterminer. On n'a pas encore eu forcément accès au texte pour voir dans quelle mesure ça se pratique. Mais voilà, si vous êtes non résident, sachez que voilà, ce texte, est passé, désormais, la semaine dernière ou cette semaine. Voilà. Le calendrier fiscal, 2026, donc vous êtes nombreux à vous poser la question de quand, les choses, doivent être faites, à quel moment on envoie, ces documents. Donc généralement, on considère que le début d'année, voire, la fin de l'année, 2025, vous reconstituez, tous, vos documents pour les transmettre à votre comptable ou, ça dépend en fait, voilà, si vous avez un expert comptable, si vous faites par une plateforme. Donc là, c'est le moment de collecter vos documents, de faire le point sur, tous vos éléments et de les transmettre en vue de la réalisation de la comptabilité. C'est aussi le moment, le début d'année pour revoir, le tarif, pratiqué par votre comptable et c'est la période en général où vous pouvez, lui dire que ce sera le dernier, bilan réalisé et passer, voilà, à une autre solution si c'est ce que vous souhaitez. Au mois d'avril, nous, on considère à peu près qu'en fait, au 30 avril, il faut que l'alias fiscal soit réalisé parce que le 5 mai, c'est la date limite de dépôt et de paiement de la TVA. Le 20 mai, c'est la date butoir pour déposer l'alias fiscal. Donc bon, sachant que l'alias fiscal et la déclaration de TVA doivent être généralement déposées en même temps, on estime, voilà, qu'il faut tout finir, avant, la fin du mois d'avril pour être un peu tranquille. Hem Ce sera aussi à partir du 21 mai à peu près au 11 juin, c'est la période où vous allez, faire, vos déclarations d'avis, votre déclaration, d'impôt sur le revenu. Cette date-là est importante aussi à retenir parce que c'est également la date à laquelle vous pouvez changer d'option. C'est-à-dire que si vous voulez passer, au régime micro-BIC, c'est, la date, de dépôt de votre impôt sur le revenu, qui est la date, butoir, de ce changement. Donc vous pouvez changer à partir du 1er janvier 2026 jusqu'au, par exemple, 21 mai, vous pouvez changer, votre option si vous souhaitez, pour, 2026 être au régime, micro-BIC. Ensuite, le mois de juin est normalement un peu plus calme une fois que vous avez fait votre, déclaration d'impôt sur le revenu, mais le mois de juin et de juillet, c'est aussi les mois où l'administration fiscale va faire le point et vous envoyer des relances si vous n'avez pas, payé votre TVA ou vous n'avez pas, fait vos déclarations en temps et en heure. Le mois de juillet, donc avant le repos, si vous avez, une TVA qui est supérieure à 1 000 € au mois de juillet, vous allez, avoir un acompte de TVA à régler qui correspond à 55 de la TVA de l'année, dernière. Août, bah, il y a pas grand-chose à faire. En août, pareil, là, vous continuez à recevoir en général, les demandes contentieuses de l'administration fiscale avec, des menaces de saisie, en général. Le mois de septembre, les impôts émettent, les taxes foncières, les avis de taxes foncières. C'est le moment, pour vous, de vérifier également votre bail et de transmettre, votre demande de remboursement, de taxes, d'enlèvement des ordures ménagères à l'exploitant en fonction de votre bail commercial. Donc vous envoyez, une copie de votre taxe foncière, parfois une facture et l'exploitant va par la suite, vous rembourser selon, hein, le bail, qui est signé. Il y a quand même 5 des baux où, on ne peut pas obtenir le remboursement de la taxe sur les ordures ménagères.
En général, la date limite de paiement, la taxe foncière, elle est fixée au 20 octobre si vous payez votre taxe foncière, en ligne. Si vous payez à échéance et vous avez déjà un prélèvement automatique, la date est sensiblement, modifiée. Ensuite, on va avoir le mois de novembre, hein, à partir de la deuxième quinzaine du mois de novembre, vous allez, commencer à recevoir, des avis de CFE sur le compte professionnel impôts.gouv, hein, donc le compte professionnel, le 15 décembre, ça va être la date limite de paiement de cette CFE. Ensuite, entre le 16 et le 24 décembre, en fonction des régions, vous aurez, le deuxième acompte de TVA qui sera à régler, qui correspond à 40 de la TVA de l'année N-1. Et puis après le cycle recommence, voilà, de la même manière avec, des dates, potentiellement un petit peu, modifiées, pour, l'année qui suit. Voilà un petit peu le calendrier, fiscal de l'année. Donc, je vais ensuite, parler, des régimes, fiscaux, notamment le régime microbique et le régime réel, parce que j'ai eu beaucoup d'interrogations, ces derniers temps, sur la différence entre ces 2 régimes et notamment, le Censi-Bouvard parce que, vous êtes quand même nombreux à avoir investi dans le cadre de ce dispositif. Donc pour en revenir sur le principe, de la location meublée, dès lors que vous faites de la location meublée, vous, vous inscrivez cette activité commerciale et ça, c'est une obligation, hein. Vous avez l'obligation d'inscrire votre activité commerciale, auprès de l'INPI qui va vous attribuer, un numéro de sirène. Quand vous faites cette inscription, vous avez la possibilité de choisir vos options fiscales. Donc, dans le cas de la location meublée, vous avez 2 régimes fiscaux possibles, soit le micro-BIC, soit le régime réel. D'accord? Ensuite, alors le micro-BIC, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez simplement, avoir comme obligation de reporter dans votre déclaration de revenus le montant de vos loyers, hors taxes, encaissés. Et de là, en fait, vous aurez, l'administration, fiscale va pratiquer, un abattement forfaitaire à hauteur de 50 et imposer, en fait, ces recettes, à votre tranche marginale d'imposition et aux prélèvements sociaux. Ce qui fait qu'au micro-BIC, dès lors que vous avez, des recettes, vous êtes, automatiquement imposé. Donc ça, on va le voir également dans la slide, d'après. Donc le régime microbique, c'est bien quand vous avez peu de charges et que, vous voulez faire tout seul et que voilà, les papiers, c'est quelque chose les papiers, les démarches, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour vous, sachant que toutefois en résidence gérée, il y a quand même en fait une déclaration de TVA qui est à effectuer. Donc, voilà, il y a quand même, des papiers et des déclarations à effectuer. Alors le régime réel, ça va être, la réalisation en fait d'un bilan, mais d'un bilan simplifié où on va venir indiquer le montant des loyers, qu'on va diminuer des dépenses qui ont été, réellement, effectuées ou payées et on va venir également déduire l'amortissement du bien. Donc l'amortissement du bien, qu'est-ce que c'est? L'amortissement du bien, c'est un peu une charge fantôme, hein, dans votre cash flow, c'est pas de l'argent qui sort, mais en fait, c'est la perte de valeur, qu'on apprécie chaque année. Donc chaque année, on va estimer, là, le comptable aura dressé en fait ce qu'on appelle un tableau des immobilisations. Il va éclater en fait le montant, de la valeur du bien, la valeur du bâti, du bien en plusieurs composants qui vont venir, créer un amortissement, chaque année et qui va venir se déduire de votre résultat. Donc en général, au régime réel, on se retrouve avec 0 € d'impôt. Donc c'est bien dès lors que vous êtes en copropriété parce qu'il y a des charges de copropriété. Dès que vous avez un emprunt parce qu'on va pouvoir, et ça on le verra après, voir quelles charges est-ce qu'on peut déduire et puis, quand vous souhaitez, vraiment optimiser, votre fiscalité, au maximum pour éviter, une imposition qui ne serait pas en fait, nécessaire. Donc le Censi-Bouvard, on a fait une petite case spécifique au Censi-Bouvard parce que la spécificité du Censi-Bouvard, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'amortir le bâti. Le Censi-Bouvard, c'est un dispositif qui vous a permis d'obtenir en fait une réduction d'impôt directe pendant 9 ans et on n'a pas le droit d'avoir, un amortissement du bâti. Donc
En général, les 9 premières années, donc le temps de la défiscalisation, vous avez quand même pas mal de charges et ça, on avait abordé ce sujet en webinaire au mois de décembre. Vous avez pas mal de charges parce que vous avez un emprunt avec des intérêts d'emprunt qui sont assez importants. Et on avait l'amortissement du mobilier, on avait l'amortissement, du coût d'acquisition. Du coup, vous étiez, pas ou faiblement, imposé, sur votre location. Au-delà des 9 ans, il faut vraiment vérifier. Donc comment est-ce qu'on va vérifier? Donc ça, n'hésitez vraiment pas en fait à m'envoyer par email, votre liasse fiscale, si vous le souhaitez. Je pourrais vérifier. En fait, on va regarder si le montant des loyers, déclarés dans votre liasse fiscale est, supérieur, non, que le montant du alors pardon, je vais juste reprendre. Le montant du loyer doit des loyers déclarés, moins que vous divisez par 2 en fait, correspond, au bénéfice déclaré. Dès lors que ce montant est inférieur en fait au bénéfice déclaré, ça veut dire que le régime micro-BIC a priori est plus favorable. Donc ça, vous pouvez m'envoyer vos liasses fiscales, je peux vous, voilà, je pourrais le regarder, c'est assez simple à regarder. Heu, donc voilà pour les régimes fiscaux. Plus en détail, j'ai réalisé un petit tableau, comparatif, du régime, micro et du régime, réel. Donc là, voilà, vous voyez assez clairement que, heu lorsque le bien vaut, 180 000 €, si par exemple vous avez 12 000 € de recettes, ben, au régime micro-BIC, on ne peut pas amortir. On va pouvoir avoir un abattement à hauteur, de 50 des recettes, donc de 6 000 €. On ne peut pas déduire nos charges déductibles, donc le résultat taxable correspond à, 6 000 €. En revanche, au régime réel, pour un bien de 180 000 €, on aura un amortissement d'environ 8 000 €. Donc là, on est hors Censi-Bouvard, hein. Donc on n'a pas d'abattement parce qu'on est au régime réel. Mais par contre, on va avoir, différentes, charges déductibles qu'on pourra déduire de son résultat qui vont être de 5 000 €, ce qui fait que, on aura, un résultat, taxable qui sera de moins 1 000 €. Donc ces moins 1 000 € correspondent en général à un excédent d'amortissement. Cet excédent d'amortissement, on va le mettre en fait dans une espèce de réserve qui pourra nous servir, pour les années, suivantes en cas de résultat positif. Donc, dans le cas du résultat, bénéficiaire, comment est-ce qu'on est imposé? Donc on va être imposé donc le bénéfice, donc là, on avait, au régime micro 6 000 € de bénéfice. On va être imposé sur sa tranche marginale d'imposition. Donc dans mon exemple, j'ai pris une tranche marginale d'imposition à 30 et on va également appliquer, les prélèvements sociaux qui sont de 18,6. Donc là, dans cet exemple, on va avoir une majoration de l'impôt sur le revenu de l'ordre de 1 800 € et des prélèvements sociaux de 1 116 €. Donc là, c'est là où voilà, on va avoir un peu plus de 2 900 € d'écart entre le micro-BIC et le réel. Donc ça, chaque année, c'est quand même, voilà, pas négligeable. Donc il faut quand même faire, voilà, être vigilant à quel, régime est le plus favorable pour éviter d'avoir, une surtaxation, une surimposition. Alors, au régime réel, donc on a vu qu'on avait la possibilité de déduire les charges, mais la question, aujourd'hui, ça va être quelles charges sont donc, déductibles? Alors, les charges qui vont être déductibles, ça va être en premier lieu, hein, les charges de copropriété, les charges de syndic. Nous allons avoir également tout ce qui est taxes, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises si vous avez une CFE. On aura également les charges financières qui vont être les intérêts d'emprunt et l'assurance emprunteur. Mais en cas de nouvelle activité avec un nouvel emprunt, souvent on a des frais d'emprunt au début, lors de l'acquisition. Ces frais, vont être également déductibles. Nous allons avoir également, tout ce qui est charges liées aux travaux, aux réparations, à la rénovation et également au remplacement du mobilier. Là, je vais faire une petite parenthèse parce que certaines de ces charges, dès lors qu'elles dépassent 400 ou 600 €, ça va dépendre des pratiques, on va avoir la possibilité en fait d'amortir ces charges, c'est-à-dire de créer un amortissement supplémentaire qui va se répercuter, sur 8, 10 ans ou 15 ans. Ça va dépendre en fait, du type, de travaux qui va être effectué. On va également avoir la possibilité de déduire nos frais de comptabilité
les frais de gestion, les frais d'avocat et ce que j'ai pas précisé également, ça va être tout ce qui est frais, d'adhésion à, une association, par exemple les associations de copropriétaires, type, ASCOP EHPAD comme on m'avait cité en fait, hier. Il va y avoir également des frais annexes, donc ça, dans la location meublée, plus classique, on va avoir un certain nombre de frais annexes. Ils sont peut-être un peu plus limités en résidence gérée, mais néanmoins, on peut quand même, noter que si vous êtes, par exemple, membre, du CS, vous devez, par exemple, vous déplacer, sur la résidence pour aller, visiter, les lieux, et bien, vous avez tout à fait la possibilité, en fait, de déduire, toutes ces frais qui sont liés à votre déplacement. De manière plus générale, quelles sont les charges déductibles? Pour faire une réponse vraiment plus globale, toutes les charges déductibles sont les charges qui sont en lien et causées, en fait, par votre investissement. Donc, voilà, après à vous de voir au sens global si, voilà, dans la vie, quelles sont les dépenses que, vous faites pour ce bien. Donc j'ai fait un petit peu le tour, du sujet. Pour en revenir, aux offres de C'est la vie, donc C'est la vie, gestion et ma déclaration meublée. Donc on va offrir, plusieurs, offres différentes. On, on avait à cœur quand même de préciser que les services de C'est la vie, sont déployés et développés en fait, afin de vous accompagner au mieux et d'optimiser en fait votre rentabilité. C'est ainsi en fait dans ces perspectives qu'on a développé nos offres. Donc là, plus récemment, nous proposons en fait une offre essentielle qui se concentre uniquement sur la fiscalité par la génération des liasses fiscales et la génération de la déclaration de la TVA. Donc on va être sur une offre à 182 € hors taxes et ça, peu importe le nombre de lots que vous avez. Par contre, c'est, la mise en place, la mise à disposition en fait d'un outil qui va venir générer vos déclarations fiscales. Il n'y a pas d'accompagnement, humain et d'accompagnement, dédié, dans le cadre de cette offre. Plus récemment et ça, on aura l'occasion d'en rediscuter au mois de février parce qu'on va faire, un webinaire un petit peu sur le sujet, mais on fait également une offre, spécifique dédiée au bail, et on va développer également tout ce qui est facturation électronique, donc ça, on aura l'occasion d'y revenir. Mais la gestion du bail, c'est quoi? C'est que voilà, dans certaines résidences, avec certains exploitants, vous devez, envoyer vos factures de loyer à l'exploitant, vous devez faire des factures de remboursement, de la taxe sur les ordures ménagères et puis, il faut, également, vérifier que l'indexation, qui est en général annuelle ou triennale, est bien appliquée et correctement calculée. Donc ça, c'est ce que C'est la vie va faire, pour vous. Et vous avez la possibilité de souscrire à nos assurances, P&O, à partir de ce, mandat-là, qu'on propose à un tarif, préférentiel de 49 € par an par lot. On va avoir l'accompagnement premium. Alors à savoir que cet accompagnement premium, c'était un petit peu, la base de notre offre, c'est-à-dire qu'on est sur un accompagnement lié au bail, lié à la fiscalité, avec un chargé de clientèle dédié à votre dossier et on intervient pour vous autant pour l'administratif avec le service des impôts des entreprises, avec le syndic quand il y a besoin. Voilà, c'est vraiment l'accompagnement global du début, en fait, à la fin, avec plusieurs variantes possibles. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on encaisse les loyers pour vous, on a la possibilité d'encaisser les loyers pour vous. Voilà, on va pouvoir, venir, proposer des variantes également à ce mandat-là. Et plus récemment, suite aux demandes et notamment, voilà, au Censi-Bouvard, on a créé, un mandat pour vous accompagner lorsque vous êtes au régime, microbique. Donc au régime microbique, on va venir prendre en charge toute la gestion liée au bail. On va également vous prendre l'assurance P&O et puis en fait, on aura, alors pas de génération de liasse fiscale parce qu'il y a pas de liasse fiscale à effectuer, au régime micro, mais on va vous fournir en fait une aide à la déclaration de revenus. C'est le chargé de clientèle qui fera également votre déclaration de TVA et on fera la gestion, du changement d'option auprès des impôts et toute la communication qu'on peut avoir. Voilà un petit peu pour les offres, de C'est la vie.
Alors, je vais maintenant désormais répondre aux questions. Je vais également vous transmettre vous avez, un QR code si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Je vais également, vous mettre le lien, heu, pour que vous puissiez, cliquer juste sur, alors je vous mets le lien des coordonnées de ma collègue si vous voulez revendre votre bien pour une évaluation. Vous avez ces coordonnées qui vont s'afficher dans les liens et puis je vais également vous mettre les miennes si le QR code ne fonctionne pas. Alors, enfin, voilà, je vous ai ajouté les 2 liens. Maintenant, je vais répondre aux questions. Donc je reprécise, si vous aviez posé des questions dans le chat, c'est le moment de les remettre dans l'onglet questions parce que voilà, je vais faire le point sur les questions qui vont être posées, dans l'onglet questions. Alors alors pour les questions très techniques et pratico-pratiques, ça je vous encourage plutôt à prendre, rendez-vous. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des chiffres, voilà, je vous conseille, voilà de prendre rendez-vous avec moi pour en discuter. Alors, on a une question d'Hélène. Je possède un appartement en résidence étudiante et un appartement en résidence senior. Puis-je utiliser un système fiscal micro pour l'un et le système fiscal au réel pour l'autre? Merci pour votre retour. Donc, alors, non, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais dès lors que vous avez un bien, en fait, au régime réel, en fait, tous les biens doivent être sous le vous pouvez, tous les biens doivent être sous le même, régime. Pareil, si vous êtes, si votre compagnon, par exemple, a un bien au régime, micro et que vous déclarez votre impôt sur le revenu, ensemble, vous êtes dans un même foyer fiscal. Dans un même foyer fiscal, normalement, on doit avoir que les mêmes options, en matière, de régime, LMNP. Donc vous pouvez pas, en fait, avoir un bien en micro et l'autre, au réel. C'est pas possible, ils doivent être tous les 2 sur la même, déclaration. Alors, CGA, c'est quand la gestion est faite par un expert comptable. Alors non, un CGA, c'est un centre de gestion agréé. Souvent, quand vous achetiez le bien, vous aviez en fait, une facture, qui était, émise par un expert comptable. L'expert comptable vous disait: «Il faut également, souscrire à un centre de gestion agréé». C'était généralement lui, qui vous faisait, signer, ce bulletin d'adhésion. Donc c'est que la liasse fiscale était, contrôlée, par un centre de gestion agréé, mais c'était surtout on vous proposait ça, c'est parce que ça vous permettait de bénéficier, d'un abattement, correspondant aux 2/3, des frais de comptabilité. Alors, pouvez-vous faire un point sur la facturation électronique obligatoire? Alors aujourd'hui, je ne ferai pas de point sur la facturation électronique. En revanche, vous allez prochainement recevoir une invitation pour un webinaire qui sera dédié, à la facturation électronique afin, voilà, qu'on réponde justement à toutes les questions qui, sont un vrai, sujet aujourd'hui parce que, l'échéance est proche. Donc, voilà, je ferai, vraiment un webinaire dédié sur le sujet, au mois de février. Alors j'ai une question de Sylvie. Qui effectue la reprise des amortissements lors de la revente? Le cabinet comptable qui les a appliqués? Alors, en fait, c'est le notaire qui va demander une attestation des amortissements pratiqués, qui sera complétée effectivement par, le dernier cabinet comptable que vous avez utilisé. Alors, une question de Philippe. En cas de revente, le reliquat des amortissements déduits mais non utilisés pour ramener le résultat à zéro rentre-t-il en compte pour réduire ou annuler la plus-value éventuelle désormais taxable?
Alors, non, en fait, on n'utilise pas le reliquat des amortissements parce qu'en fait, dans le calcul de, la plus-value, on va venir, déduire les amortissements pratiqués. Voilà, donc ceux qui ont été pratiqués pour ramener le résultat à 0 vont venir, se en déduction en fait, heu, du prix d'acquisition ou du prix enfin voilà, du prix de revente. Mais justement, ils vont être, donc ils peuvent pas être utilisés pour, diminuer, la plus-value. Au contraire, l'idée est plutôt, d'augmenter le montant de la plus-value avec, les amortissements qui ont été pratiqués. Question de Bernard, CGA. Quels sont les frais encore déductibles restant dans le cadre de l'adhésion à un CGA? Alors je ne suis pas certaine de bien comprendre, la question. En fait, le CGA n'a plus aucun intérêt, hormis le fait de vous offrir une offre de formation. Voilà, ça vous donne, droit à rien du tout. Par contre, si vous, êtes lié à un CGA, vous pouvez, le déduire dans les charges déductibles parce que c'est une charge liée à votre investissement LMNP. Donc j'espère que ça répond à votre question. Sinon, n'hésitez pas à la repréciser ou pareil à me contacter, directement par la suite, par mail. Alors, en cas de changement de cabinet comptable au profit de C'est la vie, qui s'occupe de récupérer les situations d'amortissement des biens confiés? Bien écoutez, en fait, on vous demande, en fait, de nous fournir, les tableaux, des amortissements et puis après, c'est, nous, qui les saisissons, en fait, dans notre application. Voilà. Alors, le statut du bailleur privé n'est-il réservé qu'aux futures acquisitions ou peut-il s'appliquer à une location en cours pour un bien acheté il y a un an? Alors, j'attends de voir les textes. A priori, non. Ça a l'air effectivement d'être réservé aux futures acquisitions ou, au début de mise en location. Mais a priori, hein, ça voilà, je certifie pas ma réponse. A priori, pour, les locations en cours, ça voilà, ça ne faisait pas, partie, des textes. Après à revoir, à voir, dans la pratique et dans les textes, quand la promulgation aura lieu, si on ça peut, effectivement être rajouté pour des locations, antérieures. Mais a priori, là, dans ce qu'on a pu voir, non. Alors, une question de François: «Comment récupère-t-on l'alias fiscal N-1 après avoir quitté un CGA?» Alors le CGA, lui, il contrôle l'alias fiscal. C'est l'expert comptable que vous aviez qui, lui, a réalisé l'alias fiscal. L'expert comptable, une fois qu'il a fait votre liasse fiscale, il doit vous l'envoyer. Donc si vous n'avez pas votre liasse fiscale N-1, il faut que vous fassiez la demande à votre cabinet afin qu'il vous la transmette. Alors, une question de Michel. Pour le changement de régime fiscal, la date limite est bien le 21 mai, par exemple le 21 mai pour la déclaration 2026 ou sur les revenus 2025 ou pour les revenus 2026 déclarés en 2027. Alors oui, effectivement, le 21 mai 2026, vous pourrez changer l'option pour les revenus 2027 qui seront déclarés, pour les revenus 2026 qui seront déclarés en 2027. Voilà. Alors une question de Patrick. En Censi-Bouvard, quelle est la durée moyenne d'amortissement du mobilier? Alors, il y a pas alors je dirais, la durée moyenne, elle va être de 8 à 10 ans, hein, je crois sur ce qu'on a pu voir, c'était souvent 8 ans parce que la dernière année, vous étiez plutôt, taxés. Mais après voilà, c'est chaque comptable a ses propres pratiques, donc voilà, ça peut varier et puis, il suffit, qu'il y ait eu, du rachat de mobilier au bout de 5 ou 6 ans, voilà, la réponse sera pas forcément juste, mais effectivement, en général, on est sur 8 à 10 ans pour, la durée, moyenne de l'amortissement, du mobilier. Alors question de Sylvie: «Pendant combien d'années peut-on appliquer des amortissements?» Bah, alors là, c'est pareil, c'est complètement variable. On va avoir, des pratiques différentes d'un cabinet comptable à un autre. On peut voir des amortissements, sur, 20 ans, jusqu'à, plus de 50 ans. Donc voilà, c'est complètement variable. Il n'y a pas
de pratiques imposées par l'administration fiscale. Il y a pas de barème figé. C'est, chacun fait à son appréciation. En cas de contrôle fiscal, il faudra pouvoir, justifier pourquoi est-ce qu'on aura, pratiqué des amortissements sur 20 ans, sachant que c'est un petit peu, voilà, un petit peu court. Alors, l'amortissement déductible inclut-il un amortissement du mobilier équipant le bien? Alors, en fait, pour être plus précis sur l'amortissement, vous allez, en fait, par exemple, avoir un bien, qui vaut, 200 000 €. Il y a 80, on va dire, qui est en fonction, mais ça, c'est pareil, c'est un tableau qui dépend. On va pouvoir amortir, par exemple, 80 de la valeur, de l'acquisition. Dans ces 80, on va, par exemple, réserver, 30 à quelque chose qui sera amorti sur 50 ans. Et donc, par exemple, l'amortissement du mobilier, lui, va également être dans ce tableau des différents composants des amortissements. Mobilier, donc comme je le disais, en général, on l'amortit sur 8 à 10 ans. Donc il vient effectivement en amortissement, déductible, du bien. Une question d'Hélène sur les frais déductibles. Des frais de commissaire de justice pour récupérer les loyers font-ils parler des parties des charges déductibles? Oui, tout à fait, ça fait partie des frais déductibles, comme les frais d'avocat, les frais de lettres recommandées, ou voilà, tous les frais qui sont vraiment liés à votre investissement peuvent être, déduits. Pouvez-vous nous dire où trouver le modèle de courrier de résiliation pour notre ancien comptable et à quelle date faire cette opération? Bien écoutez, vous pouvez m'envoyer un email, en me demandant le modèle de lettre de résiliation, et puis je pourrai vous le faire parvenir, par email, directement. Alors, on a une question de Stéphane. Votre assurance P&O à 49 € peut-elle être souscrite à titre individuel, même si ma compta n'est pas faite par Sillavi? Alors, en fait, nous ne sommes pas, assureurs, donc nous n'avons pas la possibilité de proposer cette assurance sans, que soit proposé, que soit signé, en fait, un mandat de gestion. Donc il faut forcément, qu'il y ait un mandat de gestion avec Sillavi. Vous pouviez très bien avoir, comme on l'avait vu, je vais remonter, le mandat, bail. Hop, ici vous aviez le mandat bail commercial. Vous pouvez avoir le mandat bail commercial, et souscrire à l'assurance P&O, si même si votre fiscalité est pas, réalisée, à travers, nos services. Mais sinon, non, c'est pas possible de juste souscrire à une assurance P&O à 49 €. C'est quelque chose qu'on ne peut pas proposer. Alors, une question de Jean-Marc sur les tarifs. Vous avez raison, je ne l'ai pas forcément précisé. Le tarif de vos offres est-il, par bien mis en location? Alors sur l'offre essentielle, le tarif, il est, par liasse fiscale, donc que vous ayez un bien ou 15 biens, le tarif est le même. Heu, Après, en fait, on a une dégressivité très importante, sur les autres offres qui sont sur les autres offres. C'est-à-dire que, on va avoir, le premier bien à 36,90, et sur le deuxième bien, on va avoir une remise, beaucoup plus importante. On va être, dans les à peu près, ça va dépendre, en fait, du type, de résidence. Mais par exemple, si le bien est dans les mêmes résidences, il me semble qu'on est dans les 7 € hors taxe en plus, par mois pour un bien, qui va se situer dans la même résidence. Alors, une question de Christelle: «Pouvez-vous disposer d'un kit fiscal que je pourrais transmettre à mes clients?» Écoutez Christelle, je vous encourage vraiment à reprendre contact, avec moi, par mail, que je puisse, voilà, vous transmettre les différents éléments, si vous souhaitez, travailler avec nous et proposer, nos services à vos clients. Alors, dans l'hypothèse où l'exploitant ne paye pas les loyers dus, comment sont traités les impayés, pertes, déficits? Alors non, ça va dépendre, pareil, des pratiques. J'avais eu la question, hier. Si vous avez un bail commercial, normalement les loyers, doivent être, déclarés en créance. Donc c'est pas un déficit, c'est pas une perte, ils sont en créance, et puis, une fois que voilà, au bout d'un certain temps, ils peuvent être passés en créance, irrecouvrable.
Question d'Alain: «Est-ce que les prestations liées à ma déclaration meublée sont totalement incluses dans l'offre premium réelle?» En fait, dans l'offre premium réelle, vous avez vraiment tout qui est compris, la déclaration fiscale ne passe pas par ma déclaration meublée, elle passe par un autre, espace, gestion, de C'est la vie. Voilà. Mais effectivement, ça comprend tout dans l'offre premium, en fait, vous n'avez pas à payer 36,90 par mois plus, les 182 €. Non, le 36,90, si vous avez qu'un seul lot, ça comprend, tout ce qui est voilà, tout ce qui est, ticket en vert. Alors, question de Stéphane: «Savez-vous si l'État va revenir sur la CFE, qui paraît être une double imposition, et est-elle remboursable?» Alors, ce que je sais sur la CFE, c'est que, avant, jusqu'en 2000, jusqu'à fin 2023, on avait une jurisprudence qui, permettait de dire que dans le cas, convention en cascade, c'est-à-dire que lorsque, le bien, était donné, en location à un exploitant qui payait lui, une CFE, on ne pouvait pas, taxer, le propriétaire bailleur de la CFE. Donc voilà, on les en résidence gérée, vous ne payiez pas en fait de CFE, jusqu'en 2023 parce qu'on avait, cette réponse-là. Cependant, en fait, le texte a été modifié. Il y a eu une précision du coup, dans la loi où maintenant on dit que la CFE est imposable, même dans le cas de conventions en cascade, même en résidence gérée. Donc je ne pense pas du tout, que l'État va revenir dessus parce qu'au contraire, on va avoir une volonté en fait de taxer, et de taxer plus, hein, comme on l'a pu le voir du coup sur la CFE, fin 2023, et comme on peut le voir encore aujourd'hui avec l'augmentation des prélèvements sociaux. Alors, est-ce que la CFE est remboursable? À voir, effectivement, on a certains beaux commerciaux où il est indiqué que, l'exploitant, prend en charge la CFE, à voir s'ils acceptent de rembourser, cette CFE. Pour l'instant, dans la pratique, on n'a pas eu, de demande et on n'a pas pu, vérifier, si ça avait été, effectué. La CFE est toutefois en fait, voilà, si le bail, indique que, la CFE doit être remboursée, par, le preneur, alors, oui, pourquoi pas, il y a très peu de baux où c'est le cas. Alors, question de Martine: «La CFE est proposée pour être consultée sur impôts.gouv, mais impossible d'y accéder par la suite. Comment faire? Il semble qu'on peut y avoir accès au bout de 2 ans. J'ai un compte professionnel seulement depuis l'an passé, bien que l'achat soit beaucoup plus ancien». Alors, Heu, en fait, comme, peut-être comme je l'expliquais un petit peu avant, ça fait un petit peu la suite. Il comme, les résidences gérées n'étaient pas taxables, cette imposition n'était pas ouverte forcément sur votre compte professionnel, hein. Ça diverge d'un endroit à un autre, mais il est fort possible que comme vous étiez pas imposé, vous aviez pas la possibilité, en fait, de consulter d'avis de CFE, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas et puis vous allez être nombreux à aller peut-être regarder. Aujourd'hui, vous êtes pas tous taxables, à la CFE. Les SIE, sont plutôt dans une démarche où ils essayent en fait de savoir, qui ils pourraient taxer à la CFE. Ils envoient des formulaires, donc les fameux formulaires 1447 et 751 SD en fait pour voir en fait, qui taxer et comment et sur quelle base. Mais pour l'instant, je pense que ce sont des démarches qui prennent, beaucoup de temps et pour l'instant, tout le monde n'a pas encore, de CFE. Question de Serge: «En cas de remplacement du mobilier, ce sont des charges où on repart sur un amortissement. Est-ce conditionné par les sommes dépensées?» Alors, ce sont des charges où on repart sur un amortissement. Alors en général, le mobilier, on repart effectivement sur un amortissement. Après, si vous avez, une quelconque, possibilité de justifier cela en disant: «Bah, non, c'est une dépense», vous avez la possibilité de le passer en dépense. En général, quand c'est un expert comptable qui fait, l'alias fiscal, ce sont des charges qui passent en amortissement pour éviter de voilà, comme, l'alias est fait sous sa responsabilité, normalement, c'est plutôt, un amortissement, qu'une charge.
Alors, toujours, une question de Serge: «Peut-on changer les durées d'amortissement que le comptable avait fixées lors de l'ouverture de la gestion comptable?» Non, alors ça, c'est quelque chose qui est pas possible. Que vous passiez, voilà, même, d'un comptable à un autre, même si, la pratique fait que le comptable X, a une pratique, différente du nouveau comptable Y, une fois que les tableaux d'amortissement ont été réalisés, vous avez pas, la possibilité de changer les durées d'amortissement. C'est figé. Question de Sylvie: «Comment savoir sur quelle durée sont amortis nos biens?» Alors pour savoir sur quelle durée vos biens sont amortis, il faut demander en fait ce qu'on appelle les tableaux des immobilisations à votre comptable et c'est dessus que vous pourrez voir, sur quelle durée ou vous pouvez tout simplement, lui poser la question, par email. Alors, j'ai une question de Michel sur le dispositif Jeanbrun. Bah, du coup, j'en ai parlé, en fait, il s'agit, hein, du bailleur privé. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose, qui est très en lien avec la résidence gérée. Voilà, on a essayé de faire le webinaire vraiment concentré sur, l'LMNP en résidence gérée. J'ai un petit peu parlé, du statut, du bailleur privé. Heu voilà, après si vous avez, d'autres questions, n'hésitez pas voilà, à m'interpeller peut-être, par email pour qu'on en discute, plus, précisément. Et puis, tant que voilà, j'y suis, je pense aussi, qu'on aura, d'autres réponses et peut-être d'autres changements sur ces dispositifs qui, ont été réalisés peut-être assez rapidement. Mais je pense que sur, la location, longue durée à résidence, d'habitation, on aura, certainement, voilà, une transition assez favorable pour les bailleurs et qu'on aura également, peut-être, une redéfinition, du statut, à l'avenir, sur les résidences, gérées, pour protéger un petit peu, ce statut-là. Mais bon, voilà, c'est à voir, dans les prochains échanges et en fonction, de la politique actuelle et voilà, en tenant compte que quand même il y a un climat, politique, tendu. Alors, dans notre résidence Curtis Blanc, acquisition Blanc-Ménil, Censi-Bouvard, certains copropriétaires sont assujettis à la TVA. À la CFE, d'autres non. Alors, pourquoi? Non, je ne sais pas du tout pourquoi. Après, ça peut dépendre de certaines choses. Si, les peut-être que alors, en général, ça vient, du formulaire 1447. Est-ce que le formulaire 1447 a été, complété par tout le monde? Et de quelle manière celui-ci a-t-il été, complété? Donc je pense que la réponse, vient plutôt, de ce formulaire, s'il a été complété, de la manière dont il a été complété, probablement, pas, par, les mêmes personnes ou les mêmes cabinets. Après ça va dépendre et peut-être également, des dates, d'acquisition de tous ces copropriétaires-là. Alors après, je vais peut-être plutôt avoir des questions, voilà, du cas par cas. Voilà, je vous invite peut-être, à me contacter, par mail pour me poser, vos questions, par mail. Alors je vois que j'ai une question de Robert Finotto sur, la SCI, à savoir que je pense qu'on fera également un webinaire, probablement peut-être en février ou mars sur les statuts de la SCI et d'ailleurs, les offres fiscales qu'on va proposer, en SCI. Ça fait partie, des grandes nouveautés qu'on va pouvoir, vous présenter, sur l'année, 2026. Voilà, j'aurai plaisir à vous répondre, bah, par la suite, directement. Alors sur, la date, de résiliation de votre expert comptable, je, je connais pas, les dates, précises, voilà ça va dépendre en fait de la lettre de mission signée. À savoir que, néanmoins,
pour résilier votre expert comptable, comme vous êtes un particulier, hein, vous avez, un engagement, la lettre de mission, est en tacite reconduction chaque année. L'expert comptable a néanmoins l'obligation de vous informer un mois avant la date de reconduction tacite, que vous avez la possibilité, en fait, de résilier. S'il vous envoie pas cette information, vous avez le droit de contester, en fait, la reconduction et de résilier, en fait, à tout moment. Donc nous, on a modélisé, en fait, des lettres de résiliation, type un petit peu pour pouvoir résilier, en fait, à tout moment, en contestant cet engagement, voilà, cet engagement. Alors, est-ce que dans l'offre premium, vous disposez d'un moyen de pression sur l'exploitant qui ne rembourse pas la TOM et ne réévalue pas les loyers? Alors, en fait, nous, effectivement, on est en relation, on aura un poids peut-être un peu plus, important parce qu'on est professionnel et qu'on maîtrise un petit peu, on maîtrise le contentieux, donc on pourra, se faire entendre plus facilement, que vous en tant que propriétaire auprès de l'exploitant. Après, on dispose pas de moyens de pression, plus importants. Voilà, on met en place en fait des procédures et puis on a des relations, peut-être parfois, plus faciles avec les exploitants, mais on n'aura pas de moyens supplémentaires, que les moyens légaux qui existent déjà. Je pense avoir fait le tour des questions. Bah, écoutez, je vous remercie, pour ce webinaire, pour votre présence, et puis, je reste joignable, du coup, aux coordonnées qui sont indiquées et puis on se retrouve, assez rapidement, pour une, nouvelle session. Voilà, je vous remercie à tous et puis à très bientôt. Au revoir.